faire une chronique littéraire au lieu de parler des livres. Et un livre, on s'écrit. Mais voilà. Le saintongeais était une langue, comme on disait dans le temps, faite par les umrolls et pas pour les œils. Donc orale et peu écrite. Alors, contrairement au provençal, par exemple, qui possède une graphie normée, reconnue, à travers la graphie mistralienne, vieillie de plus d'un siècle, on n'a pas en saintongeais de règles de graphie véritablement reconnues. Cela n'a pas empêché les auteurs patoisans d'écrire quand même leur texte, et d'être compris surtout. Il y a eu une tentative de normalisation ces dernières années qui s'avère être assez opaque pour être incomprise par à peu près tout le monde. On va y revenir. La position du latin, dominante, d'abord puis celle du français, a laissé un peu de place à l'apparition d'une véritable écriture saintongeaise, et d'autre part, les pratiques sociales au cours des siècles étaient celles d'un monde rural, où l'alphabétisation et les possibilités d'enseignement de l'idiome, de manière institutionnelle, étaient totalement inexistantes. Les auteurs, au cours du temps, ont utilisé une graphie, disons, un peu plus française, plus quelques particularités ajoutées ça et là. On peut constater que l'on parle de graphie et pas encore d'orthographe, car il convient à ce stade d'adapter un système graphique simple, compris et admis avant toute tentative d'adoption d'un futur système orthographique qui pourrait s'avérer compliqué compte tenu des particularités locales. Chaque chose en son temps, chaque petit va loin. Avant d'aborder une graphie proprement dite, nous avons pris le parti d'un système d'écriture qui rappelle le plus possible la phonétique, ainsi que les conventions adoptées par la quasi-totalité des auteurs. De même, nous allons aborder la tentative de normalisation, car même si elle est décriée, elle a au moins le mérite d'exister. L'objectif donc à terme sera de voir diminuer le nombre de publications où se mêlent graphie française et méli-mélo saintongeais, et dans laquelle on saupoudre des signes issus de la graphie dite normalisée, voire un mélange de tout, ce qui a pour résultat une grande confusion. Parlons de quelle tentative de normalisation. Le premier essai a été fait vers 1973 dans un ouvrage qui avait été écrit par Jacques Duguet et publié par la CEFCO, Société d'études folkloriques du Centre-Ouest, dans une, je le cite, perspective de réhabilitation, d'uniformisation et de restructuration de l'idiome indigène. En 1986. C'est là que ça devient marrant. La région administrative Poitou-Charentes est créée de toutes pièces. Création politique. De là, sans doute, naît une confusion, car cette création régionale administrative arbitraire apparaît alors l'idée d'une langue dite poitevine saintongeaise, regroupant, par un fâcheux trait d'union, l'idiome poitevin et l'idiome saintongeais. Cette création administrative arrivait 3 ans après que l'université de Poitiers ait ouvert une unité de valeur libre, c'est le terme exact, de poitevin saintongeais. La graphie poitevine saintongeaise repose sur des présupposés, des objectifs très différents de ceux que souhaite une graphie simple et consensuelle du saintongeais, comme moi-même d'ailleurs. Pour les défenseurs du poitevin saintongeais, le saintongeais n'est considéré que comme un dialecte du poitevin saintongeais. La graphie en découlant se veut savante, unificatrice, normative, et se trouve de fait décalée avec la langue parlée. On a pu constater qu'il y avait plus de différences entre le poitevin et le saintongeais qu'entre l'espagnol et l'italien. On a mis des poitevins reconnus, donc des gens
dont on savait qu'ils pratiquaient la langue saintongeaise avec aisance. On les a mis donc, du fait de leur bonne pratique, devant des textes écrits selon la graphie normalisée, dite poitevine saintongeaise. Eh bien, figurez-vous que ces patoisans largement reconnus n'ont pas reconnu leur langue et, pire, n'ont pu réellement comprendre les textes. Par exemple, le saintongeais devient saintinhae. Aspérez, je vous en colle une phrase entière, vous allez voir ce coller. Soit à cette heure vous arrivez à vous lire et à vous comprendre, eh ben, vous faites serviteur, car moi, je comprends rien. Alors, on sent bien que chez le graphie traduit plus la volonté militante d'imposer une langue fictive sur un territoire administratif, notamment chez les intellectuels et sans doute en ville. Outre sa difficulté, elle est sous-tendue par une vision d'une langue et un projet d'action qui ne sont pas partagés par la population saintongeaise en général. La militance poitevine saintongeaise semble vouloir rivaliser avec les aspects dominants du français à partir d'une construction artificielle et non des parlers hérités. En paraphrasant le provençal Philippe Blanchet, la population locale souhaite une complémentarité entre sa langue véhiculaire, qu'elle s'est appropriée, et sa langue vernaculaire d'origine, porteuse d'une convivialité d'origine. J'avais retrouvé un article de Patrick Sauzet sur l'occitan. Patrick Sauzet est un docteur en linguistique et spécialisé justement des langues occitanes, qui pourrait avoir été écrit pour le poitevin saintongeais. Je le cite, il dit « Il faut penser à ce que la graphie est opaque, savante. La graphie tend vers la norme, l'obstacle est double, il rend la reconnaissance par les usagers naturels difficile, il rend la restitution des formes lues par les non-locuteurs aléatoire. Il faudra parfois renoncer pour passer. Il faut garder à l'esprit qu'un choix de graphie n'est pas simplement technique, il doit s'inscrire dans toute une vision de la langue, de ses pratiques, de sa promotion et de la société. Alors, est-ce qu'on va vers une graphie saintongeaise ? Le système graphique saintongais courant est le prolongement de la tendance majeure des écrits saintongais depuis ses origines, qui est aussi celle d'autres langues romanes, exception faite du français. Il entérine une dominante phonétique, c'est-à-dire qu'en général, on écrit comme on prononce. On accentue dans cette dominante phonétique les sons fondamentaux et typiques d'une forme locale. Le système adapté à une langue à usage majoritairement oral, à fort enracinement local, et s'opposant à une demande normative, elle implique le sentiment d'une identité spécifique. Voilà, c'était tout ça pour en mettre un petit coup quand même dans ce poitevin saintongeais qui est une ânerie sans fondement d'ailleurs de linguistique véritablement, même si un certain nombre d'universitaires ou d'intellectuels se le sont appropriés. Je vais vous montrer quelques exemples. Les poitevins saintongeais, toujours entre guillemets, traduisent le son chieux, typique du saintongeais, que nous on appelle un son mouillé qui traduit du que au te en passant par le chieux, parce que localement ça peut être que, comme en Pays Gaba, et chieux ailleurs, et tieux plus à l'est. Ils ont traduit ça par un CCDI H, c'est-à-dire à la volonté de le prononcer à l'allemande, chieux, et non comme dans Kirche, qui veut dire l'église, et non pas Kirche, qui veut dire la cerise, ce qui est complètement aberrant, puisque pourquoi le prononcer chieux
si localement on va le prononcer que Dieu, Dieu. Un autre exemple. Pour traduire le son ye, vous savez, comme dans capable, bille, où on a enlevé le L français du capable pour le remplacer par le son mouillé, ye. Eh bien, ce ye est traduit à l'espagnol par le double L. Si vous prenez un exemple très simple en espagnol qui est la paella, 2 L, ye, paella. Or, traduire ça par le double L, ce son ye, n'était pas une idée fondamentalement mauvaise, sauf que quand on a, nous, dans nos écritures, des mots qui comportent 2 L et qui ne se prononcent pas ye, que fait-on ? Vous voyez cette petite aberration aussi de cette écriture-là. Bon, mais stop, arrête d'en foutre plein la goule de chier les arbijoues de Puy de Vin Saint-Angers. Allons à cette heure parler de livres, et d'un livre en particulier. Au lieu que je voulais faire péter ma goule sur ce livre, parce que j'ai quasiment chéilli dessus, et quand je l'ai lu, j'ai pas pu me défaire jusqu'au bout de cette lecture. Alors, ce livre est un roman, comme disait l'auteur, quasi policier. L'auteur d'abord, Jean Daviau, dit Bigourna, est le fils d'Octave Daviau. Et Octave Daviau, c'est une importance dans notre secteur, parce que c'est lui qui a fondé le Subiette. Ce gars mérite notre considération, car le Subiette est un journal que tous les patoisans, lisant et avant dans le tueur. Le Subiette est quasiment un monument historique par chez nous. Jean, donc le fils d'Octave, a continué de publier ce journal, le Subiette, jusqu'en 1956. On est ensuite la Sefco qui a repris le fiambeau. Ce Jean Daviau connaissait le Saint-Angers sur le bout de ses dettes, bon Jean. Il parlait et écrivait comme sa langue maternelle. Alors, la première chose qui m'a fait piazi en lisant ce livre, c'est que l'écrivage est fait comme j'aime, avec toutes les notations et tous les codes d'écrivage de nous anciens. Si vous avez birouillé un petit les boutiques, où il y a le chieux qui est marqué TH, où là les i, les e avec les g, quand on les buffe avec e et i, où il y a les apostrophes pour remplacer le dieu, après P ou C. Enfin bref, l'écrivage de ce livre est pour moi un exemple. Une autre chose, c'est que chez Biton Daviau avait l'esprit vraiment Saint-Angers, à savoir qu'il était un conteur né. Les Saint-Angers, bafouillent, c'est parce que j'ai pas bu de cote assez. Les Saint-Angers sont des gens qui aiment raconter, qui aiment faire des histoires. Et ce Biton déroge pas la tielle règle, il aime conter, et il aime inventer une histoire, mais il aime aussi raconter son pays. Et je crée bien que le tarier de la Couette, au les Mandoute, un lieu dit de son village. Il va vous décrire cette campagne avec humour, mais sans ironie.
L'humour peut être fait sans ironie, sans moquerie. Il ne se moque pas des gens qui décrivent, que les gens qui sont, m'en doute, les chrétiens de son village ou tout. Et pour en faire un roman, comme il l'appelait lui-même, un roman gaillard. Voilà. Moi, j'ai pris un grand plaisir de lire. Je vous relis de temps à autre, parce que comme on l'est écrit comme il faut, qu'il y a de vocabulaire saintongé, qu'il n'y a pas de charabia de chanfouaisant, c'est propre, c'est clair, et c'est joliment tourné. Voilà. Comme j'ai la langue qui furlasse dans la goule, je vais boire un coup et je reviens pour vous faire un petit de lisure. On va mieux en prendre un coup de bien. Alors, ce bout de lisure, on est tout simplement le premier chapitre, qui s'intitule « Ustel apprend comment on fait des gosses ». Le bon Dieu avait fait sa bugée. Le ciel était tout bieux comme le mantia de la Sainte Vierge. Les baillards tersolants sous la houppuf devant les haies et les grands paupions, eux, aviant comme des mihets d'honne et vart dans les raies du soleil. Capi dans quelle verdure, on est là que c'est un terrier de la couette. Ce terrier, on est un village comme on attend dans nos chérantes. Une grosse dornée de chrétiens, des bons et des chétis, des vaches et des pereaux, un mar et un furet, des poules et des gorées, des pirons et des drôles, un régent et un garde champêtre au tout. Enfin, de tout ce qu'il faut pour faire un village de chenous. Ce matin, la Guernuche était à la rivière qui coule dont à la sortie de Terrier, de geneuil dans son baillot, à laver son linge et couigne que je te couigne, je vous jure qu'elle était pas grave. Pan, son badra couigné comme une petouère, c'est qu'elle est pas grassouse, hein, la Guernuche, et qu'elle craint un pouet de dramer ses geneuils pour que c'est en propre. Et que je te frotte chieux sabon, et que je te rince, et que je te tords, et pan. De l'autre côté d'eau l'avouer, en face de l'est, à la cafour d'un oumia bureau, un marle subier. Mussenteur les branches feuillues, des lunates soleil allumiant des beurtons sur lèvres. Piouk, une guerneuil d'égaé pianti son chaîne drette au mi-temps des rouches, lavour volant, les demoiselles bieux. Marde, qu'au dit la guerneuil, on la halle déjà, tout en s'abounant à part des pas de vue, c'est drôle, si s'amusant dans la pré d'à côté. On était les vacances et ils avaient en paquias. Vous l'avez là, sa drôlesse, Ustel, qui va sur ses 8 ans, et son puhen, Eugène, qu'en aura 6 sommétives. De bons drôles qu'on les met plutôt tracassiers. Il peut rien bien riper et prendre la baignade. Oh, les pas qui se nigérian. Non, on la met chaïque d'Ève, mais il peut rien, il se rien napi et fagnou. La Guernuche voyait à cette heure dans telle rivière tout un pilotis de verdon, à guigner m'en doute percieux sabounage, où l'on en venait de picoutant, des petits, des gros, des verdons de maligne, jusqu'à ce goujon qui se tenait en œufs sur le seigle d'au fond et qui gonfiant d'au cou comme un buffet de maréchaux. Faute telle créée pas que telle rivière était empoissonnée, chez les sauts de verdon s'aguignant sur des aguernailles de rennes, au mauve aux mignes, n'en a tout. Faudra que je dise à mon homme qui vint et y tende sa carafe, m'aurions bien une bonne omelette au verdon. Bon, on va pas vous lire tout le livre. Maintenant, si vous voulez lire la chiotte, vous avez qu'à seguer les riortes qui vous amèneront sur l'Irantel. Vous allez qu'à faire comme moi pour l'acheter. Vous tapez le basile de Terrier de la Couette sur Google
et aux la bien chrétiens qui veulent vous en vendre. Voilà, reviendrons par un autre livre. On foutra encore un petit sur la goule de chez les Arbijoués de Poitevin Saint-Henri. Et en attendant, vous biche côte de venu par les drôlesses et les drôles, je vous fais serviteur à d'où vous délocter les oins. À bientôt.